Je crois que on peut commencer. Ok. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous revoir pour notre hebdomadaire Data Sunday. Tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Emayapi, data scientist, doctorant en statistique à l'Université de Clermont-Auvergne et également le cofondateur d'Alliage, la structure qui organise ces événements. À titre d'information rapide, nous travaillons actuellement sur la création sur le site web euh, d'un historique en fait de tous les événements passés, c'est-à-dire les enregistrements, tout ce qui est les diapositives et éventuellement les codes qui sont associés à nos événements. Cette fonctionnalité sera disponible à partir de mercredi prochain. Donc aujourd'hui, nous allons parler de détection des sujets clés dans un corpus de tests. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Mahmadi, ingénieur en traitement du langage naturel. Je te laisse prendre la parole pour te présenter si tu le souhaites. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Moi, je suis ingénieur en traitement de langue à Tuto. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'audio et puis le texte. Aujourd'hui, nous allons parler de topic modeling. En gros, c'est la détection des sujets clés dans un corpus. Et dans le domaine du traitement des langues, c'est un sujet très, très important. Et nous allons Du aborder. coup, je te laisse la main pour que tu puisses, si tu as une présentation à faire, pour que tu puisses OK. Attends. partager ta presse. Je vais présenter mon écran. Je crois que ça accepte que les trucs arrivent. En gros, le site n'accepte que les présentations sur les navigateurs. Mais c'est pas grave, on va y faire. Normalement, tu as l'option choisir la fenêtre ou tout l'écran si tu veux partager tout ton écran. Euh, Alors, vous voyez mon écran? Ouais, c'est génial. C'est bon. Ok. Alors, ici, c'est pas adapté, mais on va le faire ici. Du coup, qu'est-ce que le topic modeling? En gros, le topic modeling vise à identifier les sujets dans un corpus de texte. Que vous avez des commentaires ou des avis laissés sur, je sais pas, sur un produit, des films. On peut vouloir avoir l'idée générale. Quels sont les thèmes abordés? Quel document va parler de quel sujet? Ainsi de suite. Ah, dans, dans le machine learning et puis en particulier dans le traitement des langues, ces sujets sont très bien traités et ils se classent dans le cas des apprentissages non supervisés. C'est-à-dire que juste avec les données, on peut modéliser rapidement et puis détecter les tendances sans vraiment avoir des étiquettes. Quand on va parler d'étiquettes, c'est plutôt, par exemple, qu'est-ce qu'on veut? Par exemple, dans le cas de l'analyse des sentiments, quand je vais dire, moi j'aime bien ce film, on va dire que le sentiment est positif, ou je n'aime pas ce film, le sentiment est négatif.
Si on veut modéliser, par exemple, la détection des sentiments, on a forcément besoin du sentiment au début. Et après, on peut laisser le modèle maintenant prédire les sentiments qui vont venir après. Mais dans le cas de l'apprentissage non supervisé, juste avoir le commentaire suffit pour faire le travail qu'on veut faire. Donc, je vais illustrer avec quelques exemples que j'ai saisis. On a 3 documents ici, qui peuvent être des commentaires ou autre chose qu'on veut. Le premier, on a j'aime les bananes et les oranges. Typiquement, ce document parle de nourriture. Le deuxième, le prix des bananes ont augmenté. Et là, on a pris en plus de bananes, donc on peut dire que ce document parle de nourriture et économie. Le troisième document ici, on dit les banques centrales ont augmenté les taux. Quand on parle de banque, c'est en économie et les taux aussi, c'est dans le domaine économique. Les cas d'usage courants de ces méthodologies, c'est par exemple les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram, mais aussi, comme j'avais dit, les feedbacks des clients et puis leurs demandes aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Ouais, t'inquiète, Mais je pourrais pas les... Ouais, je suis les questions qui sont dans le chat, au cas où. d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais parler ici des algorithmes couramment utilisés pour faire ces genres de modélisation. On a d'abord les méthodes de réduction des dimensions classiques. C'est des algorithmes de type LSA. Je crois en français, c'est analyse sémantique latente. Et puis, on a aussi la factorisation non négative matricielle et les LDA. Luc a travaillé sur ces sujets. Je le laisse dire quelques mots. Ok. Du coup, comme Mamadi le disait tout à l'heure, les modèles de topic modeling sont des modèles qui nous permettent de découvrir en fait les thèmes récurrents ou bien je dirais sous-jacents en fait dans un corpus de tests. En gros, ça permet de répondre à la question de quoi parlent des différents tests qu'on a, quel document parle de quel sujet, ces genres d'informations. Donc, du coup, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de modèles qui sont utilisés et généralement, on peut les classer en deux types, je dirais. Il y a les méthodes qui utilisent un peu la décomposition matricielle, comme c'est le cas du LSA, Latent Semantic Analysis, et c'est également le cas de tout ce qui est de l'NMF qu'il a mentionné également. Et du coup, pour rentrer un peu plus en détail par rapport à ces modèles-là, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, si c'est possible? La slide qui parle de document test matrice. Non. Ouais, génial. Du coup, si on parle de LSA, c'est concrètement comment ça se passe. En fait, c'est un modèle qui a été introduit, si je dis pas de bêtises, en 90 par Dewey qui, en fait, à partir de, on veut extraire, en fait, à partir de, d'un documentaire matrice, c'est-à-dire une matrice où en ligne, on a les documents et en colonne, on a les mots. Et pour chaque mot, en fait, on a la fréquence d'apparition dans chaque document. Et du coup, grâce à cette matrice-là, on veut extraire tout ce qui est lié au sujet, au topic, à toutes les informations dont je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les topics qui sont abordés dans le corpus, chaque document, de quoi parle chaque document, etc. Ce genre d'informations.
Et du coup, à partir de cette matrice-là, ce qu'on essaie de faire au niveau du LSA, c'est vraiment de faire une décomposition, tout simplement une décomposition en valeur singulière de cette matrice-là pour essayer d'extraire en fait les différentes composantes. Donc, grâce à cette décomposition-là, on arrive à extraire les topics. D'un côté, on arrive à extraire les topics. Après, on arrive à extraire tout ce qui est les caractéristiques même des topics, c'est-à-dire quels sont les mots qui permettent de caractériser chaque topic. Donc, on arrive à extraire en fait les informations essentielles pour pouvoir comprendre pouvoir comprendre en fait le corpus de test. Je sais pas, je peux passer à la slide suivante pour mieux illustrer Hmm. mes propos. C'est-à-dire, on parle de la matrice A ici. Dans notre cas ici, la matrice A, c'est ce qu'on appelle le DTM, comme je disais tout à l'heure, le document thème matrice. Donc, on la décompose en valeur singulière, c'est-à-dire qu'on obtient trois matrices. La première matrice U ici qu'il a définie, c'est une matrice de document thème, c'est-à-dire une matrice qui nous permet de faire le lien entre les documents et les topics. C'est-à-dire, ça nous permet de savoir, en fait, la répartition, la distribution des topics à l'intérieur de chaque document. Ensuite, la matrice V, qui est tout au bout là-bas, cette matrice V nous permet de pouvoir faire le lien entre les topics et les mots. Donc, ça nous permet de dire, en fait, ce topic-là est caractérisé par le mot 1, le mot 2, le mot 3. Est-ce que ça parle de banque, ça parle de vente, etc. Ce genre d'informations. Ça nous permet vraiment de caractériser chaque topic. Et au milieu, on a ce qu'on appelle, c'est juste une matrice diagonale qui contient les valeurs singulières et qui nous donne des informations sur en fait, les relations entre les topics. Donc, essentiellement, c'est ça le LSA. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une matrice, un DTM, qu'on essaie de, de décomposer à l'aide d'une décomposition valeur singulière et grâce aux différentes caractéristiques qui ressortent des matrices, on essaie d'extraire en fait des informations importantes dans le corpus, le sujet et tout ce qui est lié à ça. Donc, alors, pour ajouter ce qu'il vient de dire, Xavier Missa, qui résume en fait le terme embedding dans le domaine du traitement des langues. Quand on parle d'embedding en français, c'est un plongement lexical. Euh, En gros, c'est avoir un mot, c'est bien, mais dans le cas des algorithmes, c'est pas bien du tout parce que on peut pas utiliser un mot pour, par exemple, faire une descente de gradient. Donc, on a maintenant la nécessité, quand on a des mots, de pouvoir les transformer en vecteurs. Et c'est ce processus qu'on appelle les embeddings. Donc, si on arrive à transformer les mots en vecteurs, on peut les comparer directement, comme dans le cas le plus simple que j'ai pris ici. On a un chien qu'on peut dire que 0,8 et 0,5 et puis un chat 0,6, 0,7. On a aussi une métrique qu'on aime les associer, c'est ce qu'on appelle le cosine similarité, qui permet, quand on a deux mots, de calculer quelle est leur relation. Est-ce que leurs sens sont très proches ou ils sont très très loin? Ce sont des mots contraires, des trucs comme ça. Donc ici, quand on voit cette matrice plutôt, on peut le lire de deux façons. Soit suivant les colonnes. Là, par exemple, banane, ça va être par exemple l'embedding du mot banane ici. Et T1, ici, va être la représentation du document 1. Donc, on verra que banane va apparaître beaucoup plus, orange aussi. Pli, banque n'apparaissent pas, par exemple, dans le document 1. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui nous amène à ce côté, comme Luc avait bien expliqué. Et on extrait les thèmes, les termes. Donc, je vais maintenant parler de Bear Topic. En gros, Bear Topic, c'est une librairie qui a été développée récemment. Je ne sais pas si c'est en 2018 ou 2017. 2018 sûrement.
Ouais, parce que, 2018. ouais, et qui a la particularité d'être modulaire, c'est-à-dire dans chaque étape du traitement, en gros, on a la liberté de choisir un peu les méthodes qu'on veut. La base, tu choisis un embedding. Après l'embedding, tu peux choisir une méthode de réduction des dimensions. Ensuite, tu peux choisir une méthode de partitionnement, le tokenizer pour tokeniser le texte. Et à la fin, pour la représentation, euh, on a quelque chose aussi. Donc, je vais parler ici de SBERT, qui est l'embedding de base. Ensuite, je vais parler de UMAP, qui est la réduction de base qu'ils utilisent. Et AskDB Scan, ça c'est un algorithme de clustering. Et la représentation qui est composée du tokenizer et de CTF-IDF. Ici, l'embedding utilisé s'appelle SBERT ou SyntexBERT. Alors, le nom, on a sentence ici, qui en anglais veut dire une phrase. Et ça résume bien ce que le modèle fait. En gros, BERT, c'est un modèle de langue. C'est comme un peu les chats GPT d'aujourd'hui. Et la différence entre synthèse BERT et BERT, c'est que BERT, lui, il va encoder plutôt des bouts de mots. Par exemple, BERT va pouvoir encoder le mot car ou le mot table, comme ça. Maintenant, quand on va quitter du domaine des mots au domaine des phrases, BERT ne sait pas bien faire ça. D'où des auteurs ont proposé maintenant syntaxe BERT, qui est une version modifiée de BERT qui permet de prendre en charge des phrases et puis des paragraphes entiers. Donc, syntaxe BERT sera servi pour extraire les embeddings des documents. Quand on a, par exemple, une phrase, j'aime bien ce film, tu le mets dans le modèle et puis il te sort un vecteur. Je crois que ce n'est pas en tête, mais la version de base est environ 300 et quelques dimensions. On verra ça dans le cas pratique. On vous montrera la dimension. Mais on peut utiliser aussi d'autres modèles disponibles sur Hugging Face. Hugging Face, c'est un peu le GitHub des modèles de machine learning. Surtout les modèles NLP, on peut les trouver beaucoup facilement sur Hugging Face. En plus des embeddings de BERT, on a d'autres embeddings comme Spacie, les transformers sur Hugging Face qu'on peut utiliser aussi. Il y a aussi Flare, qui est très intéressant et qui propose des embeddings pour faire ces genres de travail. Et récemment, un troisième embedding qu'on appelle embedding multimodal, qui permet en même temps de prendre du texte et puis des images. Par exemple, quand vous avez une image avec une description, vous pouvez transformer bien votre image en vecteur et votre texte aussi en vecteur. La réduction des dimensions, on a des algorithmes linéaires comme UMAP qui est utilisé comme algorithme de base. UMAP, en quelques mots, c'est une méthode de réduction des dimensions qui utilise, je crois que c'est l'analyse topologique des données.
c'est construit à base de graphes et c'est très puissant, surtout quand on travaille avec les réseaux de neurones comme les architectures qu'on va aborder. Mais aussi, il y a d'autres types d'algorithmes qu'on peut utiliser comme les analyses en composants principales, les décompositions en valeurs singulières tronquées, qui peuvent aussi être utilisées pour faire la réduction des dimensions. Après la réduction des dimensions, on arrive maintenant à l'étape du clustering. L'idée, c'est prendre des milliers de documents, pouvoir les classer selon leur sens. Par exemple, ces documents, ils vont parler, par exemple, de politique, d'autres vont parler de l'art, du sport, etc. Et l'idée des clustering, c'est on met juste les documents et puis derrière, il va les classer automatiquement. Et chaque cluster aura comme particularité des documents qui lui ressemblent. Donc, l'algorithme de base utilisé dans Bertopix, c'est HDBSCAN, mais on peut aussi utiliser Camins et puis d'autres algorithmes disponibles sur scikit-learn. On va finir maintenant à la représentation des thèmes. Pour représenter les thèmes, Bertopix utilise une version modifiée de TF-IDF. TF-IDF, ça veut dire term frequency et puis inverse document frequency. Et on va le détailler de suite. La définition est que on a un mot qui est représenté ici par W. Ce qu'on va regarder, c'est la classe du mot qui est caractérisée par le C, d'où le C dans C, TF, IDF. Et la classe du mot est maintenant la fréquence de ce mot dans les autres clusters. Quand on prend un mot ici, on va regarder bien qu'il est dans cette classe. Derrière, on va compter là où ce mot apparaît dans les autres clusters. On va multiplier ce terme par A qui représente ici le nombre moyen des mots par cluster ou par classe, c'est la même chose. En gros, si on a 10 000 mots, on a 4 clusters, le nombre moyen va être 10 000 divisé par les 4. Et on va diviser maintenant par la fréquence du mot dans toutes les classes. Par exemple, si le mot il apparaît ici, 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 désolé, c'est un lien, c'est pour passer. Hop, c'est là. Si le mot il apparaît ici, 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 on va compter ce nombre et appliquer la division ici. Ici, on ajoute plus 1 parce que si on a souvent, on ne veut pas avoir le cas d'avoir 0 ici. Ce qui, ou pouvoir, comment je veux dire, utiliser le fait que même si ce terme a un souci pour qu'on puisse calculer le log sans souci. Et on a une dernière partie qui est très intéressante avec Bertopix, c'est pouvoir modéliser les termes et les thèmes en fonction du temps. Et ça va être intéressant pour des cas où on sait que tous les jours ça évolue, où on veut regarder, par exemple, comment évoluent les mots utilisés
dans ce thème durant un certain nombre d'années. Et là, ce qu'on va faire, c'est prendre juste les fenêtres de temps qu'on veut et puis appliquer la formule précédente sur la fenêtre du temps qu'on a choisi. On peut compter le nombre de mots sur cette fenêtre du temps et on applique ça aux différentes classes. Maintenant, on a le cas où on peut avoir des images et puis du texte. Et Bertopic prend en charge ces genres de trucs et on peut bien mettre une image et du texte. On va le faire passer par un modèle entraîné pour ces genres de modélisation. Ensuite, on va faire passer maintenant les embeddings dans les autres composants du modèle comme la réduction de dimensions, le clustering, et on représente les thèmes à la fin. Euh, voilà un petit résumé de ce qu'on peut faire avec Bertopic. Merci pour la présentation. On a une question. Mhm. La question c'était est-ce que les embeddings arrivent à gérer le cas des mots composés dans la transformation en vecteur? Euh, oui, les embeddings gèrent bien les mots composés. Comment ils sont gérés, c'est dans l'étape de la tokenisation. Par exemple, quand on a un mot composé comme, je ne sais pas, alors, vous n'avez pas de mot en tête, chauffe-eau, par exemple, l'idée derrière, c'est que on va les faire passer dans un tokenizer qui va récupérer bien chauffe et eau. Maintenant, on a deux cas où vous pouvez dire, on va juste prendre les embeddings de chauffe et puis eau, vous les additionner et puis vous divisez par deux. Et il y a d'autres types d'implémentations disponibles dans les librairies pour gérer ces genres de cas. Maintenant, il y a aussi le fait que, au lieu de faire passer juste un seul mot, vous pouvez dire au modèle que, OK, moi, c'est beaucoup de mots composés. Du coup, je veux que tu prends en compte les mots d'un seul terme, deux termes, tu peux aller même jusqu'à trois termes. Donc, quand vous avez des mots composés, il y a plusieurs manières de les traiter. Et puis, on peut utiliser des cas et puis voir ce que ça donne Ouais, pour juste dans. ajouter un peu à ce que tu es en train de dire au niveau des mots composés, pour toutes les méthodes de word embedding ou même pour faire du back of word, c'est-à-dire une document thème matrice, il y a l'étape de se constituer un vocabulaire qui est hyper importante, un vocabulaire de mots. Et ça, Exactement. ouais, et ça passe essentiellement aussi par, comme il disait tout à l'heure, de faire de la tokenisation. Et là, c'est vraiment un peu du preprocessing. En fait, c'est par rapport à comment tu traites ta donnée. C'est-à-dire, si pour toi, tu peux faire une tokenisation par mot. En gros, tu divises le test en mots et dans ta division, en fait, les mots qui sont reliés par des tirets ou peu importe le symbole qui est au milieu, tu considères que c'est un seul mot. En gros, ce sont des mots composés. Donc, du coup, dans ta tokenisation, dans ton vocabulaire, tu auras des mots comme ça, des mots reliés par des tirets. Mais comme ils sont reliés ensemble par un tiret, en fait, ça forme un mot dans ta tokenisation. Et après, du coup, quand tu fais du word embedding sur ce vocabulaire-là, sur ce corpus-là où tu as divisé de cette manière, on se rend compte que un mot composé, en réalité, c'est un mot. Donc, ça arrivait à faire la même chose. Maintenant, comme il disait tout à l'heure également, on peut avoir besoin d'avoir des informations plus fines. Donc, on peut se dire, bon, au lieu de faire de l'unigramme, c'est-à-dire prendre un seul mot, on peut essayer de faire du bigramme ou du trigramme, ce genre de choses. Donc, du coup, on peut décider de séparer le test en prenant les deux mots consécutifs, ce genre de choses, avec une fenêtre de deux mots, et pouvoir avoir en fait un vocabulaire qui est composé en réalité de deux mots. Donc, en réalité, les méthodes, on va pas dire que les méthodes gèrent automatiquement ce genre de problème, mais par rapport à ton traitement, le traitement de la donnée que tu fais, tu peux toi-même pouvoir gérer ce genre de cas-là facilement. Parce que ça dépend de qu'est-ce que tu définis comme mot après pour le passer au modèle.
Exactement. Merci pour l'intervention. Euh, donc, on va pouvoir passer au cas pratique. Hop, attendez, on va hop, arrêter le portable ici. Et hop, on va partager. Du coup, pendant qu'il est en train de partager son écran, ce que je peux ajouter également, c'est que euh, les modèles ont évolué dans le temps. À la base, on avait des modèles qui étaient basés sur les matrices, comme le LSA qu'on a vu tout à l'heure, le Latent Semantic Analysis, où là, c'était juste une décomposition matricielle. Et après, les probabilistes se sont penchés un peu sur le sujet du topic modeling. Donc après, il y a le PLCA qui a fait son apparition un peu, où on essayait de rajouter une touche un peu probabiliste à tout ce qui était LCA, qui était purement matriciel en vrai. Ensuite, il y a le LDA. Ça, c'est un modèle très populaire dans le domaine qui a été, je pense, créé et qui a été publié en 2003, si je ne me trompe pas, par Andrew Ng. Parce que vous le connaissez tous, le responsable de Coursera, etc. Il a fait un truc très intéressant par rapport à ça, qui est l'un des modèles les plus utilisés dans le domaine, mais qui n'utilisait toujours pas du word embedding. Donc là, c'était toujours basé sur un back of word, une matrice de documents et de mots avec des fréquences à l'intérieur. Et après, maintenant, au fur et à mesure que le word embedding a fait son apparition avec Word2Vec, avec tous ces modèles-là qui ont fait leur apparition, on a eu maintenant des modèles qui essayaient de faire un mélange entre word embedding et les modèles classiques de topic modeling. Du coup, il y a des modèles qui ont fait leur apparition jusqu'à ce que BET, je pense que c'est l'un des modèles les plus récents aussi dans tout ce qui est word embedding. Donc, ils ont lié ça en fait au topic modeling et ça a donné un peu ce qu'on appelle le bed topic qu'il a décrit tout à l'heure. Donc là, maintenant, je pense qu'il va nous montrer en pratique comment les choses fonctionnent, c'est-à-dire comment on peut, à partir d'un corpus, pouvoir extraire les topics et de quoi parlent les tests en fait. Alors, du coup, euh, les, les codes et puis les données qui seront ici vont être disponibles dans un GitHub dédié. Après, vous pouvez aller le consulter sans souci et l'utiliser. Et beaucoup sont basés sur l'auteur de Vertopi qui a publié beaucoup. Je crois qu'il y a des liens dans la présentation qui vous dirigent directement vers la documentation. Mais je vais ajouter quelques-uns dans le rythme pour vous guider. Du coup, on va commencer par l'installation. Moi, j'ai déjà fait l'installation. Du coup, je ne vais pas réinstaller. On va avoir besoin de scikit-learn, de pandas, AstDBSCon, Yuma pour la déduction, Bertopic, bien sûr, et Sentence Transformer pour les SBERT. Transformer, ça c'est pour utiliser d'autres modèles si besoin, et Plotly pour la visualisation. Les données qu'on va explorer aujourd'hui, premièrement, c'est des données que moi j'ai transcrites d'un podcast que j'aime écouter. Je l'ai transcrit, je crois, il y a le mois de juin, je crois. Et je l'ai ouvert sur GitHub. Et c'est un podcast où on parle beaucoup de start-up, entrepreneuriat, du sport, beaucoup de sujets. Donc, on va essayer d'extraire les thèmes parlés dans ce podcast. J'ai vu aussi une autre base que
ça pourrait être intéressant de jeter un coup d'œil. Mais on va commencer et puis on verra si on pourra jeter un coup d'œil. Alors, je ne suis pas sponsorisé par le podcast du tout. Donc, ouais, c'est mieux de le préciser. Donc, alors, dans la base de données, on a du texte et la date à laquelle le podcast a été publié. Et c'est un format JSON. La base de Allociné, on a les avis, l'URL sur Allociné et puis la polarité qui, qui va de 0 à 5. 0, c'est carrément nul jusqu'à 5 pour dire je suis plus ou moins intéressé par le film ou satisfait du film. Donc, on peut faire le chargement. Et le chargement, on va utiliser plutôt un dataset de Hugging Face pour les données de Allociné. Et on voit les features qui sont là, le film, le lien du film, la vie et puis la polarité. On a environ 20 000 avis. On peut, on peut regarder qu'est-ce qu'on a dans ce dataset. Alors pour ça, on va utiliser juste par défaut, on peut sélectionner Review. Hop, c'est beaucoup. On va sélectionner un pour voir qu'est-ce que ça peut. Alors, on voit ici Magnifique Épopée, une belle histoire touchante avec des acteurs qui interprètent très bien leur rôle. Ça, c'est sympa. Maintenant, si on revient à la base entière, on peut voir qu'il y a souvent des indices là par là. Par exemple, par là et aussi par là. Ça doit venir du fait qu'on a utilisé, on les a extraits à partir des HTML ou des encodeurs qui n'ont pas été bien décodés. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste écrire une fonction qui va nous permettre de remplacer ces indices-là par du vide, en fait. Et on a une fonction dans dataset qui permet juste de mapper. Et quand on mappe comme ça, on peut aller voir clean dataset. Alors, je vais juste copier ça. Et, et ajouter clean ici. Hop, on les a bien supprimés. Hop, on dirait que c'est pas supprimé. D'accord, c'est pas supprimé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre ça et ajouter un R. On aura besoin de deux, je crois. Hop, c'est bon normalement. Hop, toujours pas un dirait. On va voir pourquoi ils sont pas supprimés. Hop, texte, on va donner ça. Et on va faire texte.
Alors, mais c'est pas grave, on va le laisser. Ça va rien changer que l'analyse. Et tout cas, les autres va gérer, sinon le produit ne peut Ouais, rien je te du tout. conseille de continuer comme ça. De toute Ouais, façon, c'est l'idée qu'on veut avoir par rapport ouais. Donc, on peut l'initialiser comme doc, juste sélectionner les reviews. Et maintenant, l'étape suivante, c'est les embeddings. On a plusieurs modèles qu'on peut utiliser. Et on peut voir sur le site, il y a le Mini LM V6. Il y a des modèles pour le français, comme Sentence Camembert. C'est Camembert entraîné sur du français et puis on a derrière réentraîné pour pouvoir prendre en compte les phrases. On ne va pas les calculer parce que ça prend du temps. Cependant, j'ai déjà calculé les embeddings et on peut juste les initialiser et puis tester par la suite. Donc, on peut juste importer les différents modules qu'on va utiliser. Ces données, c'est pour le podcast. Là-bas, on a deux clés. La première clé, c'est pour le texte et puis la deuxième, c'est pour les dates. On peut juste les accéder en accédant comme les dictionnaires. Là-bas, on a environ 49 000 documents. Donc, ouais, j'ai mis les embeddings ici. Vous voyez qu'on a paraphrase multilingue. Ça, c'est multilingue. Ça, c'est entraîné sur de l'anglais. Ça, c'est sur du français. ok, en fait, que ça soit plus clair, je pense que ce sont des modèles qui sont pré-entraînés, c'est ça? Ouais, c'est pré-entraîné sur du Ok. français, sur plusieurs langues. Ça, je crois que ça, c'est sur 50 langues. Ça, c'est un modèle entraîné uniquement sur de l'anglais. Ok, ils sont disponibles Ah, sur Hugging Face, c'est ça? ouais, tous ces modèles sont disponibles sur Hugging Face. Ok. Ouais, donc on peut juste ouvrir un. Là, on va ouvrir l'embedding de MiniLM dans MPNet. On va l'ouvrir juste. Je vais copier le path et puis dire ici que on va l'ouvrir avec du NumPy. C'est ouvert et puis on peut voir ces dimensions. Donc, MPNet, on a 49 000 documents et puis chaque vecteur est de dimension 768. Et 768, c'est quand même beaucoup. Donc, d'où l'idée souvent de faire la réduction de dimensions avant de passer au clustering. On peut aller juste voir le premier, parce que c'est d'une taille un peu. Ça, c'est où on peut aller voir carrément le premier vecteur, qui est composé généralement de nombres inférieurs à 1. On a une question, Mamadi. Est-ce que, à part le français et l'anglais, on a des modèles qui sont entraînés sur des langues russes, par exemple, ou sur du mandarin? Ah oui, je crois que le MPNet est entraîné sur plus de 50 langues. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, je crois, il y a le russe. Il y a aussi, je ne sais pas s'il y a du chinois, mais normalement, il y en a. Et alors, vous allez voir, je vais aller sur le site et on va regarder ça ensemble. On va aller dans Sentence Bert multilingue. Vous voyez mon écran ou pas? Non. Tu peux juste Alors, partager le attendez. lien si tu veux dans le chat. Alors,
Attendez. Ok. Ok, je vais partager le lien dans le chat. Ouais, dans Ou, le chat pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. hop, je vous mets le lien sur des modèles disponibles. Ok, merci. De rien. Du coup, on a chargé les données du podcast. Ce qu'on peut faire, on peut juste regarder quels sont les mots qui apparaissent le plus. On appelle ça généralement du workload, le liage de mots. Comme un liage de points, liage de mots. C'est un peu similaire. Du coup, je mets tous les textes ensemble en faisant un gun et puis derrière, Webcloud va nous permettre de générer le nuage plus le mot africain, plus son nuage va être très très grand. Et voilà, on peut avoir quel genre de mot du coup, c'est carrément très fréquent, moment aussi, temps. Ça, c'est des erreurs de transcription. Fois aussi, et boîte, ça apparaît beaucoup. On peut voir aussi des mots qui n'apparaissent pas. Beaucoup comme sort, type OK. Donc, la suite du travail, c'est préparer le vocabulaire. Ça, c'est conseillé par l'auteur de Bertopic qui dit plus vous préparez ça en amont, plus vous réduisez le temps de calcul pour la suite. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va préparer le vocabulaire. Hop, c'est bon. On peut regarder c'est combien de mots on a dans notre vocabulaire. On a environ 42 000. Mamadi, parce Oui. que certains ont du mal à visualiser ton écran, est-ce possible de zoomer un peu plus? Attends, on va voir. Attends, je vais voir si on peut zoomer. Oh, Ou bien c'est la couleur qui dérange? je crois que Pinel, c'est la couleur ou c'est vraiment la taille des éléments? c'est bon. Hop, alors, je crois que je peux. Référence, thème, couleur, thème. C'est mieux comme ça? C'est plutôt la taille des éléments. Donc, je sais pas ce que tu peux faire, c'est pas pour zoomer un peu plus, faire un contrôle plus, peut-être. Hop, ça déjà. Oh, ouais, je pense que Ça, c'est mieux. c'est mieux, je pense. Hop, ça, c'est bon comme ça? Ah, voilà, là, c'est vraiment zoomé. Et parce que c'est Hein? possible aussi sur la plateforme, ouais, c'est bon pour moi, mais je pense que c'est possible aussi sur la plateforme de mettre, en fait, le partage de Ah, Mamadi en plein écran. Bon, pas à ton niveau, mais à leur niveau. Ouais, il dit c'est mieux. ah, ok, ok. Il dit c'est mieux. C'est mieux comme ça? Ouais, mais Ok, ok. tu peux dézoomer légèrement. Et là, c'est un peu, tu contrôles moins. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. D'accord, donc, on était là, on a environ 42 300 et quelques mots. C'est quand même beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire, on peut aller voir voilà, les mots fréquents, c'est qui et qui et qui. Donc, ça, en gros, ce qu'on a utilisé ici, c'est un compteur. C'est un compteur. En gros, il va prendre chaque mot et puis plus il trouve le mot dans le corpus, plus il ajoute un, il ajoute un, il ajoute un, jusqu'à avoir tout le vocabulaire et puis le nombre d'apparitions. Donc, quand on demande comment, moi, ce commande, c'est quels sont les top mots. On va prendre ici 50 mots et puis on va voir les qui et qui dans les 50. Donc, on a moment qui
dépasse carrément les 16 000 et des mots qui peuvent ne pas être intéressants à analyser comme ça. On verra par la suite si on va les enlever ou pas. Donc, la suite, c'est qu'est-ce qu'on va garder si on a beaucoup de mots, peut-être qui ne vont pas apparaître, mais qui ne sont pas nécessaires pour l'analyse, comme par exemple les articles, les adverbes souvent, et puis des mots qu'on appelle généralement en anglais des stop words. C'est des mots qui sont nécessaires pour la compréhension, mais dans l'analyse, on n'a pas vraiment envie de les analyser. On n'a pas envie d'analyser, par exemple, un article comme le, là, ou d'autres choses comme, c'est pas, de, des trucs comme ça. Donc, ce on peut faire, c'est instancier les stop words à partir de Euh, NLTK. mais est-ce que c'est possible en fait d'avoir un coup d'œil un peu de pouvoir voir un peu ces stop words là? Ouais, stop word, hop, on peut les voir ici. Vous voyez, c'est bon comme ça. Ou avec, dans, des, là, il, le, là, leur. Ok. En gros, c'est des mots qui sont là dans un texte pour la compréhension, mais dans l'analyse, euh, ça n'apporte pas beaucoup de chance à ce qu'on veut analyser. Quand on veut extraire des termes, qu'on n'a pas un article ou un déterminé derrière un mot, ça n'empêche pas de savoir si ce mot est important pour nous ou pas. Donc, on peut juste dire, si on a un mot qui a une petite fréquence, on peut dire, on va laisser ce mot de côté pour l'instant. Et ça, on va réduire notre vocabulaire de 42 000 à 6 000. Ça, déjà, c'est pas mal du tout. Donc, pour la première modélisation, on va utiliser Vertopic comme ils l'ont fait dans la documentation. Tu instancies le modèle de Syntaxberg que tu veux utiliser. Ici, on va utiliser un MPNet. Derrière, on définit l'UMAP. Ici, on va choisir 5 composants. On peut mettre 6, 7. Le nombre de voisins. Le nombre de voisins, c'est le nombre de voisins qu'on va utiliser pour calculer la similarité dans les clusters de UMAP. On va choisir ici un random state pour pouvoir le produire, ce qu'on fait. La métrique, on peut garder soit une métrique euclidienne ou utiliser le cosine. C'est des métriques généralement utilisées quand on fait des métriques pour le NLP. Ensuite, on a AskDBScan qu'on peut choisir minimum sample, minimum cluster. Minimum sample, c'est si un mot va être, par exemple, le centre d'un cluster, il faut que ce mot soit entouré de 10 mots minimum. Sinon, on ne va pas le considérer comme un cluster. Et on va constituer le cluster pour au moins 20 mots. C'est un peu des informations qui sont liées. Donc, si un mot, s'il est entouré de 5, on va pas l'utiliser comme un cluster. Mais si il est entouré de 10 et puis, le nombre de mots ne vaut pas 20, on ne va pas utiliser ça comme comme un cluster pour une classe. On va plutôt le mettre dans des outliers par la suite. Donc, on instancie aussi le vectorizer. Ça, c'est pour compter le nombre d'occurrences des mots dans les classes. Donc, AskDBScan va faire le clustering et puis donner des classes. Derrière, on va vouloir savoir combien de mots, par exemple, compte cette classe. Et ça, on va le faire avec Convertorizer. On donne la taille du vocabulaire et on donne le vocabulaire
et les stop words qu'on ne veut pas utiliser dans le comptage. Donc, on peut les lancer et puis voir ce que ça va donner. On remarque que le package est hyper clair par rapport aux étapes que tu expliquais tout à l'heure dans la présentation. Vraiment, on parle de l'embedding, Mhm. après on fait avec le modèle du map que tu as parlé de ça tout à l'heure, après on fait du clustering avec HDB scan, ensuite on fait parce que c'est la partie CF-IDF qui est un peu dans le vectorizer, si je dis pas de bêtises. Donc la doc, Ouais, c'est ça. ouais. Et je vois qu'on fournit en fait encore au modèle avant l'ajustement, on fournit le modèle pré-entraîné d'embedding, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. En gros, tu dis c'est quel genre d'embedding tu as utilisé. Ok. Ça, par exemple, supposons que tu as des embeddings qui ont la même dimension. Par exemple, je vais dire 700. Tu peux avoir, je sais pas, verte et puis l'ouverte qui va sortir des embeddings de même dimension. Si tu prends l'architecture de l'ouverte et puis tu le mets dans verte, ça va fonctionner parce que mathématiquement, les dimensions sont les mêmes, mais derrière, les résultats ne seront pas bien pour toi. Je vois que ça prend un Donc, peu, un peu de temps l'entraînement. ouais, ça prend du temps. Ça, c'est parce on a beaucoup de données, 50, presque 50 000 documents. Hop, c'est bon. C'est fini l'entraînement. On peut voir les, les thèmes extraits Ouais, par supprimer modèle. là, c'est du concret maintenant. Là, on voit que on a extrait environ 15, 16 plutôt 16. Le moins 1 ici est utilisé pour caractériser tout ce qui est données aberrantes par le clustering. Et le reste, c'est ce que le modèle a pu extraire comme thème. Quand on va visualiser ça, on peut le visualiser avec juste un visualize bar chart. On peut préciser le nombre de... Si on a 15, on peut mettre 15 ici pour voir tout. Ça peut être un peu grand, mais par exemple, on a un sujet ici qui n'est pas clair. Ça aussi, c'est pas bien clair. En Ça gros, aussi, l'idée, c'est d'une part trouver les topics et après, pour- bon, après avoir trouvé les topics, essayer de caractériser chaque topic, c'est-à-dire en regardant les mots qui composent les topics pour pouvoir faire ressortir un sujet un peu qui domine en fait. ouais. Donc, on voit que ça, on a, on a des topics, mais qui ne sont pas très bien parlants. Ça peut être du fait que le clustering n'a pas bien fonctionné. Donc, on peut jouer sur quelques paramètres du clustering pour voir qu'est-ce qu'on va voir comme topic. On va dire qu'on va prendre 20 et on laisse les autres comme ça. Ou à l'embedding qu'on a utilisé aussi n'est Donc, pas adapté à notre base de données. donc, si on comprend bien aussi, il y a le problème d'hyperparameter tuning qui apparaît directement, c'est-à-dire, puisque ce sont des briques qu'on utilise, il faut pouvoir jouer avec les paramètres et après, Exactement. voir quel est le modèle le plus intéressant. Mais moi, il y a deux questions qui me viennent déjà à l'esprit par rapport à ce que tu viens de présenter. La première question, c'est OK. au niveau du cluster, c'est-à-dire, est-ce OK. que du nombre de clusters, je dis des bêtises, pas le nombre de clusters, mais plutôt le nombre de topics. Est-ce que on le fixe en amont avant d'entraîner le modèle ou c'est le modèle lui-même
qui détecte en fait le nombre de topics adaptés? Alors, ça, c'est une bonne question que vous avez oublié de préciser. En gros, tu peux bien choisir le nombre de topics ou laisser le modèle déterminer. Si on dit on veut 10 topics, on va forcer le modèle à ressortir 10 topics. Maintenant, si on n'a aucune idée des topics, tu choisis les paramètres que tu penses que tu veux. Tu testes peut-être premièrement, tu peux mettre 15. Et les topics vont être déterminés avec HTTPS-Scan ici. Parce que les topics vont être constitués avec les classes définies par cette composante du modèle. Ok. Ce- Du coup, euh, il y a Aubin Mhm. il y a Pinel, désolé, qui veut qu'on revienne un peu sur les métriques utilisées. Quand tu parles de métriques, Pinel, tu fais allusion aux éléments qui composent le modèle de bête topic ou comment évaluer le modèle après. Alors, ça, ça c'est ici, on a une métrique utilisée pour calculer la similarité des vecteurs. En gros, pour faire la réduction des dimensions, on va partir d'une grande dimension. L'idée, c'est pouvoir les compresser là-bas en suivant une certaine métrique. Et cette première métrique est la métrique utilisée pour faire cette compression de données. Maintenant, pour évaluer maintenant Bertopic, il y a d'autres métriques qu'on peut utiliser, comme la cohérence des thèmes. C'est, en gros, c'est une métrique qui va prendre comme, comme entrée le score de similarité entre les thèmes et entre les termes dans un même cluster. Je ne l'ai pas présenté ici parce que l'auteur a dit que le problème, c'est que on ne choisit pas en amont les classes. Si tu choisis tes classes en amont ou tu as une idée des classes, tu peux dire, OK, je vais comparer ce nombre de classes avec ce nombre de classes. Mais si tu ne choisis pas, c'est compliqué derrière parce que ce score va dépendre du nombre de classes. Plus tu as de classes, plus forcément tu auras un score un peu élevé. Je vais mettre, Euh, alors, je comprends parfaitement ce que tu dis. En gros, la métrique, en fait, elle n'est pas stable. C'est-à-dire, plus tu augmentes le nombre de topics, plus la tendance est pas à augmenter ou à diminuer. La cohérence a tendance à augmenter. Et du coup, ça revient un peu à, quand tu veux choisir le nombre de topics, ça revient un peu mhm, à avoir une approche un peu heuristique, comme quand on fait avec du Camins, où tu as une exactement. courbe, tu as une courbe en fonction des topics. Et là, tu sais pas trop à quel moment choisir le nombre de topics, etc. C'est exact. De toute manière, je pense que c'est une des métriques, parce que sans avoir présenté sans avoir dit dans ta présentation, on s'est rendu compte que après avoir lancé le modèle, tu es directement allé voir les topics et tu as essayé d'analyser un peu pour voir est-ce qu'il y avait une cohérence entre les éléments qui composent les topics. Exactement. Exactement. En fait, c'est des méthodes exploratoires. Donc, on va voir si on a mieux. Ah, là, on voit que ça dégage un peu. On a bureau. On n'a pas, on n'a pas vraiment de cluster. Ça, je l'attendais parce que le modèle d'embedding n'était pas bon pour ce sujet. Ouais. De toute manière, il y a une grande étape de paramétrage à faire pour obtenir un résultat qui est intéressant. Exactement. Donc, on peut juste on va juste changer l'embedding et normalement, ça va bien marcher. Hop, on va prendre celui de mini LM qui marche bien et on va l'instancier. Pendant que tu le fais, en fait, parce que dès que tu as commencé à aborder le problème de bête topic, etc., je me suis Mhm, rendu compte que, en fait, déjà, pour des problèmes
déjà pour faire juste du word embedding, Mhm. il y a beaucoup de choix en termes d'éléments à utiliser. Pour faire aussi du clustering, ça c'est un problème vraiment à part dans le machine learning. On sait que il y a énormément de méthodes qui existent, qui ont les avantages, les inconvénients, etc. Donc du coup, si un modèle comme BERT essaie d'utiliser ces différentes branches en fait du machine learning pour construire son modèle, je pense que ça devient hyper compliqué pour pouvoir trouver la combinaison qui Exactement. marche. Déjà, même on a du mal à voir bien paramétrer les méthodes de clustering. Déjà, pour trouver le nombre de classes de clustering, c'est un véritable problème pour la C'est majorité des ça. personnes. C'est Et en ça. plus de ça, si on doit d'abord régler ce cas-là et voir si ça fonctionne dans d'autres topics, ça devient un peu compliqué quand même en termes de modèle. Ouais. Donc, j'ai ressorti un autre embedding. Ça, avant, c'était de dimension 700. Ça, c'est 384 comme dimension. Et on va se faire un C, en placer là. Hop, on va se changer. Sinon, embedding. On va se mettre mini LM. Donc, c'est bon. Hop, mini LM is not defined. OK, je l'ai pas défini. Mini LM, ouais. Je ne l'ai pas exécuté. C'est bon. Hop, on va voir ce que cet embedding va donner. Donc, le travail de base, c'est vraiment trouver l'embedding qui correspond à nos données. Ça va dépendre de la langue et puis la taille des données. Plus on a beaucoup de données, plus c'est mieux d'aller sur des modèles sophistiqués comme BERT. Mais si on n'a pas beaucoup de données, on peut juste utiliser les modèles comme Spacey, qui ont des embeddings qui sont de dimension 100, si je ne me trompe pas. Et si on n'a pas beaucoup de données, je crois que ces modèles, tu peux les utiliser sans souci et puis ça marche bien. Hop, c'est bon. On va voir combien de sujets on va pouvoir dégager. Hop, là, on a quitté de 15 à 155. Donc, on voit déjà que le nombre de sujets, et là, ça commence à bien se dégager. On voit bien sûr ça que ça, c'est carrément de l'électronique. Ça, Ouais, ça parle beaucoup plus de restauration, la ouais, bouffe. ça devient super Ça, plus c'est de l'art. intéressant en termes de, ouais, en Et termes ça, d'information. c'est entrepreneuriat. Du coup, c'est sûr que si on utilisait une métrique de cohérence que j'ai partagé les liens dans le chat, peut-être que ce Mhm. modèle-là serait de loin plus cohérent que celui qu'on avait trouvé avant. Exactement, c'est clair. Donc, et on peut les visualiser donc, pour voir où sont situés les sujets. On voit que là, par exemple, Internet, marketing, c'est vraiment des sujets qui sont condensés avec d'autres sujets logiciels. Ça doit être un peu le cluster des objets électroniques. Ça, on a quoi? Prisonnier, crime, victime, pardon, des trucs un peu liés à... Il y a des sujets sympas. Donc, ce on peut aussi faire, c'est aller voir les, 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 la hiérarchie dans les thèmes. Quel thème est plus proche de quel thème et ainsi de suite. Et toutes ces fonctions-là sont fournies par le package BetTopic, c'est ça? Ouais, tout est fourni et puis juste, ouais, là, c'est un peu grand parce qu'on a beaucoup de sujets. Ouais.
peux voir que là, l'égal domiciliation sur risque, et là, on a l'égal domiciliation numéro. Ça, c'est carrément du juridique. Peut-être qu'après, on peut regrouper même des topics encore par rapport à Exactement. Il propose même des fonctionnalités qui permettent de merger des topics si on veut. Par exemple, là, on peut dire que, OK, tout ce qui est là, on va mettre dans histoire et entreprise ou entrepreneuriat, Oui. ainsi de suite. Donc, ensuite, c'est définir une fonction où on va pouvoir tester d'autres choses vite fait, comme l'embedding, la représentation, qui nous donne la sortie. Par exemple, là, on a défini ces classes. On va voir après qu'on peut les affiner avec d'autres méthodes. Hop, on va pas exécuter ça, on va gagner du temps. Sinon, quand on a un nouveau document, on peut Ouais. juste l'appeler sur le modèle et puis voir la prédiction. Ça va classer ce document dans quelle partie. En fait, ça va nous permettre de connaître le topic auquel il est relié, c'est ça. Exactement. Bon, on est d'accord que c'est pas du clustering qu'on est en train de faire. On est en train de rechercher les topics des documents. C'est totalement différent tu vois, c'est pas la même approche en termes de clustering. C'est pas le même type de problème. Niveau théorie, même, c'est pas pareil en termes d'approche. Parce que là, on essuie des mots, quand on essaie de connaître des topics, on essaie de voir la distribution des mots qui composent les topics. C'est vraiment pas pareil en Exactement. termes de modélisation. Donc, du topic modeling, ça peut ressembler a priori à du clustering, puisque on a des tests, on affecte des topics à chaque test, on veut les regrouper, mais dans le principe, dans l'approche, peut-être là qu'on parle pas beaucoup de théorie, on ne perçoit pas bien la différence, mais c'est vraiment pas du clustering qu'on est en train de faire. Ouais, c'est pas du classe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller voir la distribution des topics en fonction du temps. Quels sont les mots qui composent chaque sujet? Ça, je vais charger maintenant la date. Il faut convertir en un bon format. Là, on va utiliser datetime qui le fait bien. Et derrière, on peut visualiser pour 10 topics comment ils évoluent dans le temps. Prends celui qui est là. On a café ici, on a restaurant, chef cuisine, étoile. Si on a plutôt café, chef cuisine, vin. Et chaque, euh, chaque thème est caractérisé par des mots en fonction de l'époque. Et puis, Et ça, c'est super intéressant. Je pense que c'est ce qui est ouais, fait un peu sur les réseaux sociaux pour analyser les tendances au cours du temps. Qu'on va sur Twitter, on voit que en ce moment, la tendance, c'est le sport. C'est Lionel Messi qui vient de gagner le Ballon d'Or. C'est ce genre exactement. de trucs. Si on veut enregistrer notre modèle, on peut l'enregistrer comme ça, facilement, sans souci. Et le réutiliser après. Exactement. On peut même le mettre sur le hub de Hugging Face. C'est comme un GitHub où tu peux mettre n'importe quel modèle qui, qui est construit à base de transformers. C'est cool, ça. Donc, on peut aller voir la modalité, la modularité plutôt. C'est prendre UMAP à part, faire la réduction et puis de donner au modèle. Ça, on utilise UMAP et puis on fait le fit transform. On va pas le faire pour gagner du temps parce que ça va revenir un peu à décomposer chaque partie de ce qui a été déjà fait. Ouais. Pourquoi ça c'est intéressant? Par exemple, ça c'est une méthode de réduction. Si demain, toi tu veux appliquer ça à tes données, tu peux définir ta méthode qui doit comprendre un peu ça. Dans ta classe, tu dois avoir une méthode fit et puis une méthode transform. C'est un peu la base de scikit-learn. Ouais. Tous les transformateurs, tu as une méthode fit et une méthode transform. Et puis c'est bon. Tu fais ça
tu le passes dans le modèle et puis tu vas sortir tes embeddings et on n'a plus besoin de les calculer. Ce qu'on peut faire, c'est aller voir une visualisation des sujets dans un espace, un peu en 2 dimensions. Là, on va utiliser maintenant UMAP avec 2 dimensions pour extraire 2 vecteurs, donc plutôt un vecteur de 2 dimensions. Et derrière, on peut appliquer HDBaseScan aussi avec ces paramètres qu'on peut choisir le nombre minimum d'exemples requis dans une voisinage. Ça, c'est des exemples de simples qu'on peut le faire. Ou le minimum de clusters, c'est combien de mots qu'on veut dans un cluster. Et il va bien le faire aussi. Hop, je crois qu'il va finir dessus. Et ça va permettre. Ça, c'est un paramètre qui permet de générer là pour pouvoir calculer derrière la hiérarchie des classes si on a besoin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on utilise mini-lm. Donc, on va remplacer la méthode avec un reduce. Alors, je vais pas exécuter, donc je vais le laisser. Parce qu'on n'aura pas besoin de ça. On va pas pouvoir visualiser. Donc maintenant, on peut visualiser et puis voir les topics. En 2 dimensions, c'est ça? Ouais, en 2 dimensions. Ça, on va sélectionner les couleurs qu'on veut. Et ça, c'est un peu les vecteurs qu'on sort de UMAP. La taille des vecteurs sont un peu compris. Ce pas des vecteurs de très grande taille. Du coup, on peut choisir combien on peut dire supérieur à 8 si on veut, inférieur à 10. Mais c'est à nous de choisir et puis ça fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme visualisation? Voilà ce qu'on peut avoir comme visualisation. On peut voir que crédit bancaire, finance, un peu regroupé en haut. D'autres clusters comme médecine, restaurant, chef, qui sont là. Ça, c'est carrément du domaine de la santé. Radio, RMC, RTL, un peu de médias ici. Électricité, CO2 nucléaire, un peu partout. Donc, ça permet de voir quels sont les thèmes et comment on peut les regrouper aussi d'un autre point de vue que celui seulement de regarder la hiérarchie des classes. On se rend compte facilement que ces modèles-là sont, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais ces modèles-là sont quand même hyper puissants, dans le sens où, en fait, on peut avoir une masse d'informations, de données textuelles. On a imaginé que vous êtes, je dis n'importe quoi, vous êtes responsable d'une entreprise et puis vous recevez par jour des millions de commentaires sur votre produit, peut-être par Exactement. mail, sur les réseaux sociaux, etc. Comment vous faites pour traiter toute cette masse d'informations qui arrive? C'est-à-dire déjà, de quoi parle tout ça, en fait? Donc, du coup, l'idée, ça vous permet d'identifier les préoccupations majeures, par exemple, les préoccupations majeures de vos clients, quelles sont les fonctionnalités qui sont appréciées, et puis pouvoir faire peut-être regrouper, en fait, mieux organiser votre travail par rapport aux différentes thématiques qui sont abordées dans les différents tests, dans les différents commentaires qui sont laissés sur vos sites. Donc, en Exactement. gros, ce sont des modèles qui sont quand même hyper puissants parce que là, on est déjà sur 49. Si je me dis pas, si je me trompe pas, on était sur environ 49 000 Documents. documents, donc ça peut aller encore plus loin en termes de traitement des Ah, documents. exactement. Parce qu'on peut utiliser les API pour le traitement et puis ça va accélérer les choses pour nous.
effectivement. Donc, on peut affiner aussi les représentations. Par exemple, là, on a juste pris une sortie du modèle brut. Sauf qu'on peut les affiner, par exemple, en disant à un autre modèle, OK, on a ces mots. De quel sujet on parle? Et ça, il y a un modèle implémenté qu'on appelle représentation qui regroupe un peu tout ce qu'on peut faire avec des LLM, des modèles du genre, des modèles du genre quoi? Alors, les modèles texte-to-texte, les GPT-2, ça c'était avant. Et les flammes de Google, c'est des modèles disponibles qu'on peut utiliser. Par exemple, là, on veut juste dire, OK, Keybert, c'est un modèle qui permet d'extraire des mots-clés. Par exemple, quand on a, je sais pas, on peut voir là, on a conscience, piste, gaspillage, coaching, coach, entraîneur. On peut dire de quoi parle le sujet et puis le modèle va dire derrière, bah, ça va parler un peu de coaching, tu vois. Ah, Et on donc va enlever les autres mots. du coup, il va en fait résumer en fait ce groupe de mots là en un seul Exactement. mot. On va faire un résumé qui est plus clair à voir et puis plus facile pour les humains de désirer ça. Oui. Donc, on a Keber Inspire qu'on peut utiliser pour faire ça. Et tu l'instancies et puis voilà, ce n'est pas importé. Bon, c'est Il pas est grave, là. je pense que l'idée est là, qu'on ne peut Ouais, pas le l'idée, temps. il est Si là. tu peux avancer un peu au niveau de. Ouais, donc, Parce que il y a vu du chat GPT en bas. C'est qu'on va terminer sur ça. exactement. Donc, ça, c'est des modèles un peu, je veux dire, des modèles légers qu'on peut utiliser pour faire des choses sympas. Il y a aussi le fait qu'on peut donner à ChatGPT ou à GPT-3. Et dans ce cas, c'est GPT-3 qui va résumer les sujets pour nous. On va voir si ça va marcher ou pas. Je ne l'ai pas testé. Ouais, du coup, Alors, qu'est-ce je pense que tout le monde veut voir ce que ça alors, va donner. Essaie de exécuter. alors, normalement, ça va donner. Je crois que je n'avais pas remplacé ça parce que j'ai copié ce qui était. J'espère que j'aurai assez de crédit pour l'appel de l'API, sinon ça risque de bloquer à un moment donné. Mais du coup, Donc, on va. là, ce que tu fais, c'est, si je comprends bien, hein, c'est, Mhm. tu fournis quoi en fait au prompt de GPT, de OpenAI? Alors, ce qu'on va donner à GPT, ça va être ça. Je vais, hop, on va remonter un peu. C'est ça. C'est la représentation, tout ça. Par exemple, là, on va voir que c'est les mots qu'on a choisis pour parler de ce thème. Ok. Par exemple, là, on a mail, téléphone, Internet, Apple, contact, SMS. Donc, on va dire, OK, on a cette représentation. De quoi parle ce sujet? Ah, ok. En fait, ChatGPT va dire, OK, on a ça. mhm. Bah, c'est quoi le sujet maintenant? Et puis, c'est lui maintenant qui va déterminer le sujet pour nous. Ok, donc en gros, c'est un peu comme le Keywords que tu nous parlais tout à l'heure où ça résumait. Mais Exactement. là, on se sert de la puissance de GPT pour Voilà, c'est ça pouvoir, l'idée. pouvoir résumer en fait le. Hop, le problème, le quota. Je, je, je m'en doutais de ça. Non, mais c'est pas Parce grave, que, mais ouais, c'est c'est un peu pas, l'idée. c'est pas grave, mais en fait, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut pas fournir totalement le tableau de données à GPT et lui dire, bon, trouve-nous les topics, trouve-nous, en fait, tout ce qui a été fait par les modèles de Bell Topic, est-ce qu'il n'est pas capable de pouvoir nous donner des choses qui sont intéressantes? A priori, il dirait non, parce qu'il n'a pas été entraîné pour ça, mais bon, on l'a vu faire des choses pour lesquelles il n'a pas été entraîné à la base. Il y a des choses, il n'a pas été entraîné à la base. Par exemple, faire des calculs, il se trompe souvent, il hallucine souvent. Mais il y a des choses où Hein? il n'a pas été entraîné, mais on voit qu'il est quand même capable de faire des choses intéressantes. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser
pouvoir comparer en Voilà. fait, comparer en fait des résultats naïfs, je vais dire, issus de GPT-3 pour tout ce process-là, et puis à un modèle comme BetTopic pour voir à peu près qu'est-ce qu'il arrive à trouver en termes de cohérence, en termes de documents. Alors, il peut le faire de deux manières. Premièrement, et cette première manière peut être compliquée vu le contexte. Quand on a beaucoup de textes, je crois que ChatGPT est limité aujourd'hui à 32 000 tokens en termes de contexte. Ah ouais, c'est vrai Sauf que aussi. quand on a beaucoup de textes, on ne peut pas tous les mettre. Ouais, c'est ça Ouais, qui peut faire que ouais, c'est ça qui peut ça ne nous marche pas. bloquer un peu dans. Exactement. Ouais. Mais il y a une deuxième méthode qui est très, très puissante actuellement. C'est ce qu'on appelle les méthodes agents. En gros, on va utiliser des chats GPT et puis lui faire comme un programme, Mhm. ce qui va lui permettre d'exécuter des scripts derrière et puis récupérer maintenant le résultat des scripts. Ça, je crois qu'avec ces genres de méthodes, il va bien faire le travail sans souci. Ouais, Mais ça m'étonnerait qu'ils soient aussi puissants que des modèles de BetTopic ou de LDA où on sent qu'il y a une touche mathématique derrière qui sont propres en fait, puisque ces modèles ont été conçus, on va dire, pour résoudre ce type de problème. Alors que lui, il a été conçu juste pour prédire exactement. Il le va mot pas être suivant. aussi bon. Il a été conçu pour prédire juste le Voilà. mot suivant. Donc, c'est sûr qu'il va pas être